Essius, avant de laisser Salvien à Orléans, lui dit amicalement: « La situation est compliquée dans ces endroits. Les Alains ne sont pas aussi disciplinés que les Huns et ont beaucoup de problèmes avec la population. Je vous demande de discuter de vos observations et conclusions avec moi avant de les envoyer à Ravenne. » Accompagné des guerriers Alains et Romains, Salvien arrive au siège de Sangiban. Jeune roi Alain, sur le bord sud de la Loire. C'est une villa confisquée à un riche propriétaire gaulois. Salvien est logé dans une petite chambre de l'aile droite de la villa. Le premier soir, il dîne avec le roi. Sangiban l'invite à s'asseoir à côté de lui avec un sourire jovial. « Je suis né dans un fourgon quelque part en Germanie et j'ai grandi en Gaule. J'aime ce pays. Nous essayons de garder la combativité de nos guerriers afin de respecter nos obligations sur la défense de l'Empire et la maintenance de l'ordre légal. C'est pourquoi nous tâchons de respecter le mode de vie de nos ancêtres du Caucase. Nous ne nous sommes même pas convertis au christianisme. En effet, une femme en robe blanche s'est approchée de la cheminée et nourrit avec une prière l'esprit du feu. » Toujours souriant, le roi dit: « N'oublions pas que la mère de Romulus était une Vestale. Prêtre de Vesta, l'esprit du feu. Elle a donc prêté serment de rester vierge. Mais, d'après les Romains, c'est Mars, dieu de la guerre, lui-même, qui lui a rendu visite. » L'assistance s'anime. Salvien note: « J'ai vu un rite similaire chez les Huns. » L'air sérieux, Sangiban confirme: « Nos ancêtres étaient aussi des cavaliers des steppes comme eux. C'est pourquoi il y a beaucoup de similitudes, particulièrement avec une tribu une, Saka, et les autres qui portent des noms semblables. On pense que nous et ces tribus descendrions des mêmes ancêtres. Maintenant nous parlons des langues très différentes, mais il y a beaucoup de Saka qui nous ressemblent. » Salvien pose une question directe: « Que pensez-vous de l'amitié entre Essius et Attila ?» Sangiban le regarde attentivement et donne une réponse évasive: « Les Huns ont vaincu nos ancêtres grâce à leur nombre et leur discipline. Mais avant, plusieurs générations ont vécu, côte à côte. Assez pacifiquement. Aujourd'hui, ils sont forts comme jamais. Mais je ne pense pas à la grande politique car nous n'avons que 20 000 guerriers. Essius nous a donné les pâturages au centre de la Gaule. Nous envoyons d'ici, sur la demande des autorités romaines, nos détachements de cavalerie dans tous les coins du pays afin de lutter contre les bandits et contre les territoires qui ne respectent pas les lois romaines et refusent de payer les impôts. Dans 3 jours, je partirai avec 1 millier de guerriers vers les Alpes-Mancelles. Nous serons avec les percepteurs d'impôts du Mans et essayerons de trouver un arrangement avec les paysans. Je protège la vie de mes guerriers. » Les Alains suivent longtemps le bord de la Loire, ensuite ils traversent le fleuve près de Tours, se dirigent vers le nord et passent en chemin par le Mans. Ce n'est pas la route la plus courte. Mais Sangiban discute de la situation avec les commandants des garnisons de ces villes aux citadelles puissantes et analyse l'information sur les bagaudes. Puis le détachement suit la route du Mans à Alençon. Les Alains s'arrêtent sur le bord de la Sarthe et installent leur camp près d'une grande villa. Riboul, le propriétaire de cette villa, invite Sangiban avec quelques officiers et les percepteurs d'impôts du Mans à dîner et raconte ses problèmes. « Notre famille vit au voisinage des insurgés des Alpes-Mancelles depuis des générations. Dieu merci, ce ne sont pas des brigands comme dans certains autres endroits. Pourtant au début, il y a 2 siècles c'était violent. Notre garde familiale repoussait difficilement les attaques des insurgés. Beaucoup d'esclaves ont fui. Puis a commencé l'époque de Cénérie. C'était le nouveau druide, qui interprétait Dispater gaulois comme le dieu tout-puissant. Cénérie a trouvé un compromis avec les autorités romaines, a distribué la terre aux paysans.
Encourager les jeunes à la création de foyers familiaux. Un jour, il s'est converti chrétien avec tous ses fidèles. Le chef des percepteurs d'impôts dit d'une voix fatiguée. Cette année, les habitants des Alpes mancelles refusent à nouveau catégoriquement de payer des impôts. Riboul est plus rassurant, j'espère qu'ils vont vous payer après les négociations. Bien sûr. Ils tentent, encore une fois, de diminuer leurs impositions et seront assez fermes. Sangiban regarde Salvien et propose, peut-être, devons-nous brûler quelques hameaux afin de les terroriser ? Nous devons percevoir les impôts par tous les moyens. Nous avons nos commissions sur les impôts perçus et sommes donc motivés. Alarmé, Riboul réplique, il ne faut pas les irriter. Ils peuvent se venger après sur ma famille. On dit que les Alains n'utilisent pas pour l'agriculture les terres qui leur sont attribuées comme le font des lettres germaniques. Sur la rive sud de la Loire, les Alains pourraient même pratiquer la viniculture et avoir les recettes d'un travail paisible. Sangiban s'insurge sincèrement. Que mon peuple de nobles cavaliers se salisse avec des engrais et que les Alains deviennent puants comme vos pauvres paysans. Jamais. Nous n'utilisons effectivement que les prés et avons transformé beaucoup de champs de blé en pâturage. Mais nous n'avons besoin que d'avoir de l'armement, de l'harnachement et des vêtements corrects. Ne vous inquiétez pas, il vous suffit de tenir quelques jours. Mes guerriers viendront vite vous secourir. En plus, les garnisons d'Alençon et du Mans ne sont pas loin. Riboul soupire. C'est pourquoi nous continuons à habiter ici. Notre garde peut nous protéger des bandits qui passent sur les routes mais n'est pas capable de supporter la confrontation permanente avec les détachements de paysans des Alpes mancelles. Nos paysans et colons souffrent aussi des impôts. Beaucoup d'entre eux veulent s'installer parmi ces montagnes mais, là-bas, il n'y a plus de terre libre. Après 3 jours de repos dans la villa, les Alains partent pour les montagnes. Salvien ne voit aucun village. Les hameaux sont construits sur les hauteurs et les habitants, prévenus certainement de l'opération, sont vigilants. Ainsi, pendant quelques jours, le détachement ne trouve que des maisons vides. Soudain, une petite armée d'1 millier de guerriers leur barre la route sur un col. C'est un mur de boucliers hérissé de lances. Les Alains font quelques assauts avec des cris guerriers mais ne peuvent pas déloger ces paysans. Les pourparlers commencent. D'abord, c'est Sangiban qui menace, la résistance est inutile. Je viendrai avec toute mon armée et nous attaquerons votre territoire de tous les côtés. Tout sera détruit et brûlé, même vos bois qui vous cachent aujourd'hui. On savait que les Alains ne jettent pas de paroles en l'air et peuvent être très féroces. Le chef des Bagaudes, après avoir prononcé lui aussi quelques menaces, finit par accepter les négociations avec les percepteurs. La population de nos montagnes est très pauvre et diminue. Nous ne pouvons payer que 2/3 des sommes que nous avons payées la dernière fois et ne pouvons absolument pas rembourser les dettes revendiquées par le fisc. Le percepteur en chef objecte. Vous n'avez rien payé ces 3 dernières années. C'est beaucoup. On décide finalement que les Alains restent campés dans la vallée et que les paysans leur fournissent de la viande et du fromage pendant les négociations. Sangiban reste avec ses guerriers. Les percepteurs d'impôts, accompagnés par 2 officiers Alains, et Salvien continuent les négociations dans le premier hameau derrière le col. Salvien explique à Léonard, un évêque bagaude, sa mission d'étudier les relations entre les barbares et la population. L'évêque lui répond, nous n'avons pas de barbares dans les montagnes. Mais ils sont nombreux dans tous les détachements romains qui accompagnent les percepteurs d'impôts. Les lettres germaniques, paysans et guerriers suèves, sont installés près du Mans. Depuis Dioclétien et la tétrarchie, les dépenses pour l'entretien des cours impériales à Rome, Ravenne, Constantinople, Milan, Trèves et Nicomédie.
ainsi que le traitement du nombre sans cesse croissant des fonctionnaires, entraîne nécessairement une augmentation des taxes et l'oppression du peuple. Rome a perdu un tiers de la Gaule à cause des impôts excessifs. Maintenant les autorités comptent sur les Alains. Si l'établissement de la cavalerie alaine sur la Loire était accompagné par la diminution des impôts, Rome pourrait éventuellement rétablir le contrôle sur la presque totalité du territoire gaulois. Mais comme ce n'est pas le cas, nos jeunes fuient dans des endroits encore moins accessibles. Les Alains ne sont pas assez nombreux pour pouvoir contrôler toute la Gaule.